Salut à tous, c'est Bismart, on est de retour pour une nouvelle semaine de débat. D'ailleurs, oui, semaine de débat, et on finira d'ailleurs la semaine à ne parler que de politique. Voilà, on va se faire plaisir un petit peu. Là, on va en parler aussi, mais on va aller aussi sur les choses sérieuses et le climat du moment en termes d'économie, de vie d'entreprise, de gouvernance. Il y a plein de trucs autour de la gouvernance, ça tombe bien, c'est intéressant. Donc on va voir tout ça dans le détail. C'est parti, c'est Bismart. Donc, Juliette Daboville est avec nous. Salut Juliette. Bonsoir Stéphane. Ravi de te retrouver. Donc la dernière fois, on avait dit qu'on parlerait gouvernance et il se trouve que là, on a une collection de sujets très très intéressants pour parler de gouvernance puisque c'est ton job. Donc, présidente fondatrice de LED Conseil, Jérôme Mathis. Salut Jérôme, prof à Dauphine, prof d'éco. Et puis Wilfried Galland. Salut Wilfried. Le truc. C'est le truc. Stéphane. Tu regardes tes enfants, mais comment tu t'appelles toi stratégiste Montpensier Finance. Alors, démarrons présidentielle et croissance avant d'aller vers les dernières joyeusetés. Moi, j'ai une question quand même qui m'intéresse. Enfin, je suis surpris de la façon dont on balaye les 7% de croissance. C'est même plus un sujet. Enfin, ce week-end, je regardais un peu la télé, là, les chaînes d'infos, tout ça. Tout le monde s'en fout. Ça veut dire que, Jérôme, je me tourne vers toi. Il y a deux questions. Il y a d'abord l'économiste, est-ce qu'il dit, c'est un pur effet mécanique, point. On a déversé 400 milliards, enfin bref, tout est mélangé en plus entre les garanties. Enfin bref, on a déversé de l'argent, ça fonctionne très bien. Donc premier élément. Et deuxième élément, est-ce qu'à un moment quand même, Emmanuel Macron va pouvoir essayer de revendiquer un petit peu de cette croissance. Mais d'abord, la question à l'économiste, performance ou pas performance rattrapage, tout simplement. Donc, toi, tu dis rattrapage, tout simplement. Ça aurait pu se faire dans de plus mauvaises conditions. Ouais. On a perdu 8% en 2020, ouais. On a regagné 7%, on n'est toujours pas arrivé au PIB de 2019. Toujours pas. Ça va prendre un peu plus de temps. Oui, mais on est sur un rythme supérieur, quand on regarde les derniers trimestres, un rythme supérieur à celui qu'il était en 2019. Oui, mais on n'est toujours pas arrivé à ce niveau de PIB. Ça va prendre un peu plus de temps. Ça, c'était tout à fait normal. C'est un rattrapage qui est meilleur que ce qu'on observe dans les autres économies de l'Union européenne, par exemple. Donc la France est quand même un peu championne sur ce registre-là. Maintenant, c'est pas non plus... c'est du rattrapage. Mais c'est pas parce qu'on a perdu des points dans les années précédentes qu'on mécaniquement on en regagne. C'est un rattrapage issu quand même d'une politique. T'es d'accord avec ça, Wilfried? Ça me sidère qu'on puisse dire ça. Vraiment, Jérôme, en toute... je mettrais davantage l'accent sur le fait qu'effectivement, parmi les grands pays, on est celui qui s'en sort le mieux. Et ça, c'est quand même quelque chose... Jérôme va te répondre parce qu'on a plongé le plus, à part l'Espagne. Il y a l'Espagne qui a plongé plus que nous, et la Grande-Bretagne a plongé plus que nous. Si on prend 2020 et 2021, on fait le différentiel de croissance 2020-2021, on fait mieux que les Allemands, on fait mieux que les Espagnols, on fait mieux que les Italiens. Voilà, ça c'est les faits. Alors je vais te répondre pour de mauvaises raisons, c'est parce que le commerce extérieur s'est grippé et que les Allemands, les Italiens, forts sur le commerce extérieur. En tout cas, nous, on avait comme objectif de rattraper le plus vite possible. On a fait avec nos moyens et avec l'économie qu'on avait, et de toute façon, on savait que pendant ces 2 années-là, de toute manière, on n'allait pas faire de réforme de structure, c'était pas possible. Donc on a fait au mieux de ce qu'on pouvait faire. Et clairement, ça a été fait comme ça devait être fait. Donc je trouve que ça franchement, c'est une belle performance. Après, toute la question, évidemment, qui reste et qui va demeurer, parce qu'on va toujours se poser cette question-là, c'est comment est-ce qu'on arrive à augmenter notre bon sens de potentiel de croissance, notre fameuse croissance potentielle qu'on doit effectivement viser pour ne pas accélérer le rythme d'inflation et pour avoir à terme un plein emploi qui ne soit pas à 7%, mais qui soit peut-être à 5 ou à 4. Donc comment est-ce qu'on fait pour tout ça? Ça, ce sont toutes les réformes de structure qui doivent effectivement être faites et qui n'ont pas pu être faites, mais pour de bonnes raisons. Après, de là à dire que effectivement c'est un enjeu politique, je pense que de toute façon, le chiffre de 7%, quoi qu'il en soit, restera quand même comme un marqueur. S'il avait été de 6,7, de 6,8 ou de 6,9, c'est pas la même chose. Politiquement, c'est autre chose de dire j'ai réussi à faire 7%. C'est un marqueur. Et ça, de toute manière, il va pouvoir... Alors tout le monde le dit, ouais, mais effectivement, on a fait moins 8. Oui, mais 7, pas 6,8, pas 6,9. Ah non, mais moi je suis d'accord avec toi. Et puis, juste, je te donne la parole, Juliette. Ah oui, mais ça a été fait au prix d'un endettement public considérable. C'est exactement le même endettement public supplémentaire en 2008. Voilà. Et l'effet et la recovery a été beaucoup plus lente. Oui, Juliette. Non, mais ça, on peut en reparler, parce que je réfléchis là-dessus, je ne suis pas d'accord. Mais d'abord, je donne la parole à Juliette.
Écoute, moi honnêtement, j'aime bien quand même lire dans des unes du New York Times qui disent la France, ça fait mieux que d'autres. Ça fait Krugman. plaisir. Voilà. Championne Mais du ça monde. fait plaisir. Écoute, donc j'ai envie de le prendre comme ça. Je dis, ça fait plaisir. 2, effectivement, c'est un joli chiffre. Et la question que tu posais en termes politiques, c'est ça ce qui va être super intéressant. Parce que pour l'instant, effectivement, on a un candidat qui n'est pas encore candidat, qui est président, et qui a montré qu'il pouvait être président. Il l'est. Qui là va sortir des chiffres sympas. Et les autres candidats qui doivent, eux, montrer qu'ils peuvent être présidents. Et ils ne l'ont jamais été. Et qui peuvent faire mieux. Et qui peuvent faire mieux. Donc, à un moment, ça va sortir, ça va être amusant. Quand on va commencer à sortir les chiffres. Faire mieux, ils ne prônent pas tous la croissance. Hein. Non, mais on parle de ceux qui ont une chance d'être élus. de Taubira. Non, mais il y a toute nous, on une est partie efficace, nous, on est dans le gauche business. qui n'est pas forcément pour la croissance. Regardez ce que fait l'Allemagne. Oui, mais Il y mais a d'autres critères que cela. Oui, mais on parle de candidats. Ouais. Hurle, ok. Ah oui, d'accord. Tu vois, je veux dire, Vas-y. tu vois, c'est un peu de sérieux, quoi, quand même. Un peu de sérieux. On se limite juste à 3 noms de candidats pour la présidentielle actuellement. 2 même, en fait, non? D'accord, ok. Non, tu crois pas? Non, mais je sais pas. C'est toi qui donne le. Non, on peut en discuter, mais Alors, Pécresse peut-être sur un parler- malentendu Macron, mais à part ça, tu vois pas. Alors, on peut peut-être parler des promesses du pouvoir Attends, d'achat. je voulais juste un mot. Si tu parles de Juste Pécresse. un mot autour du Krugman, parce que nous, on l'a Paul dit. Krugman, il défend le système vu des États-Unis socialiste français. C'est-à-dire que même sous Sarkozy, pour les Américains, c'était un gouvernement socialiste entre eux. Hein, quand on a une vision à l'international. Bon, Krugman, il faut savoir que c'est un fervent défenseur de ce modèle, au même titre que l'est Joseph Stiglitz, un autre prix Nobel d'économie. Voilà. Donc Donc voilà, je le dis d'un mot, prix Nobel d'économie, je ne sais plus en quelle année, mais enfin bon, bref. Ouais. Prix Nobel d'économie, 2008. chroniqueur effectivement régulier au New York Times, et qui, il y a à peu près un mois, a dit que la France avait été le meilleur modèle dans le monde. Non, un truc, parce que c'est vrai c'est souvent cette idée que 2008, c'était pas pareil. Mais 2008, c'est une crise tout autant artificielle. Je veux dire, on ne produisait pas trop de voitures, on ne produisait pas trop d'avions. C'est un système financier qui, à un moment, a complètement calanché sur l'immobilier aux États-Unis. Attends. Oui. Si jamais, effectivement, les dispositifs de chômage partiel avaient été aussi massifs en 2008 qu'ils l'ont été en 2020-2021, est-ce qu'on n'aurait pas, de la même façon, préservé notre tissu productif Alors, c'est possible, mais et sorti beaucoup plus vite? Là où la crise était différente, c'est que 2008, fondamentalement, c'est une crise de surinvestissement qui devient une crise financière. Ça n'a rien mais à sur voir. l'immobilier Non, aux mais- États-Unis non, mais et en Espagne. Oui, mais à chaque fois qu'on doit passer une crise de surinvestissement, il faut détruire du capital pour arriver ensuite à reconstruire quelque chose. C'est beaucoup plus compliqué, finalement, que de dire j'arrête l'économie et je rouvre le robinet. Donc oui, effectivement, il y aurait pu avoir, et là je suis tout à fait d'accord avec toi, il y aurait pu avoir des dispositifs de soutien supplémentaires, en tout cas ne pas arrêter les dispositifs de soutien trop vite et ne pas revenir trop vite vers un schéma d'orthodoxie, probablement. En revanche, le mécanisme même de la crise, qui est le mécanisme de surinvestissement dans l'immobilier aux États-Unis, mais pas que aux États-Unis, en Espagne, on avait également, et on a connu après un mécanisme de surinvestissement également en Chine. Donc on voit que les mécanismes de surinvestissement, c'est très compliqué pour ensuite repasser derrière et réouvrir correctement l'économie. Et redonner un prix, en fait, à l'ensemble des actifs. À tous ces actifs qui doivent être mis au rebut, mis à la casse. On a déjà un sujet de mise à la casse d'un certain nombre d'actifs avec cette crise-là, parce qu'on n'a pas fait suffisamment de renouvellement. Mais là, dans une crise de surinvestissement, c'est considérable. Ok. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Ok. Alors, vas-y, Jérôme, tu disais pouvoir d'achat? Le pouvoir d'achat, est-ce que c'est compatible avec la croissance? C'est une question qu'on peut poser. Parce que tu disais si on se limite à 2 candidats. Donc, Macron, c'était pas. une Oui, j'ai plaisanterie. bien compris. Mais Macron s'est pas prononcé là-dessus. Pécresse, elle est partie dans un festival de surenchère électorale. Elle soutient la question du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, il faut quand même jongler avec l'inflation. La Banque de France nous prévient que pour 2022, ce sera 2,5%. Ensuite, les prévisions, 1,5% pour 2023 et 2024. Donc il faudrait que le revenu des Français soit amélioré d'au moins 5,5% au cours des 3 prochaines années, ne serait-ce que pour qu'on ne perde pas en pouvoir d'achat. Pécresse, elle va carrément au-delà. Elle dit, moi je promets qu'on va augmenter ce pouvoir d'achat. Donc c'est une promesse quand même qui... Et puis après, si on fait un petit lien avec quand même... Elle parle des cotisations, je ne sais pas si tu vas approfondir le sujet du pouvoir bien d'achat. sûr. Bon, alors, Si tu veux, c'est un Oui. tel cas d'école oui.
délire politico-démagogique. On est d'accord. Oui, on va approfondir le sujet. Oui, si vous en êtes d'accord, chers amis. Donc, Vas-y. il y a un lien avec certaines variables macroéconomiques. L'inflation, je l'ai mentionné, il y a les impôts. On est quand même censé renflouer les caisses de l'État, puisque la France a déployé un filet de protection sociale pour amortir la chute de la crise du Covid. Et à un moment donné, il va falloir quand même payer la facture si on ne veut pas simplement se délester de ce poids sur les épaules des générations futures, comme on aime bien le faire. Et puis, il y a aussi la question des cotisations, les cotisations sociales, qui financent massivement notre système de retraite. Donc la stratégie qui est proposée par Pécresse, c'est d'aller taper là-dedans. Donc c'est-à-dire Surréaliste. d'opérer un transfert de pouvoir d'achat entre les retraités et les actifs. C'est ça ce qui va se passer in fine. Parce que si on cotise moins, ça veut dire moins de retraite. Les retraités, c'est quand même un À Français. aucun moment, elle l'a dit. Oui, mais elle le dit. Ah, mais oui, non, parce que la même te dit qu'on va chaîne. aller jusqu'à, alors je sais plus, elle, si elle dit 64, 65 ans, je crois qu'elle est sur 65, elle. 65. Donc la Ouais, même qui ok. te dit notre régime est à ce point déséquilibré qu'il faut aller travailler jusqu'à 65 ans, elle fait un write-off Ouais. sur l'ensemble des cotisations retraite des salariés. Oui, tout à fait. Bon, il faut savoir quand même Mais que... comment c'est possible? Mais Sauf à je dire suis que- sidéré. Ouais, sauf à dire que tu continues le transfert qui a commencé déjà entre les cotisations sociales et l'impôt. En disant que ce qu'elle ne dit pas nécessairement. même- Mais même, Ah, voilà. CSG. non, mais Tu fiscalises de plus en plus notre système social. peu importe, c'est poche droite, poche gauche. Oui, bien sûr. Soit le système est au bord de la Bien sûr. faillite et alors tu fais Mais pas un bien write-off sûr. sur les Mais cotisations. bien sûr. Non, mais on est d'accord. Soit il n'est pas au bord de la faillite et tu me racontes n'importe quoi avec tes 65 ans. Soit on considère que De la deux choses priorité, l'une, quoi. c'est d'abord de travailler davantage et d'augmenter la productivité, ce serait mieux. Soit on considère qu'en fait, on produit déjà tellement qu'en fait, la seule question, c'est comment est-ce qu'on se répartit le gâteau. C'est peut-être un petit peu tôt pour se poser ce genre de questions. Je pense que Électoralement, quand même, il y a un Français sur 4 qui est à la retraite. Ouais. Faire passer la pilule à tous ces retraités, qui, quand même, ça pèse. proportion énorme d'électeurs. Puis ils Bien votent. sûr. Et puis ils votent. ils votent. Et ils votent. Donc leur faire passer, leur faire accepter. Alors pourquoi pas? Ça peut être un débat de société. Mais Il faut elle a- savoir quand même attends, que les Jérôme, retraités à aucun moment, sont elle a en dit qu'il y moyenne aura- plus riches que les Ah, actifs. en fait. Bien sûr, mais à aucun Ils moment sont elle a plus dit. propriétaires, etc. Donc pourquoi pas? Mais il faut présenter le débat jusqu'au bout. Il ne faut pas simplement dire je vais faire comme ça, mais je ne vais pas vous parler des conséquences. Il y aura des conséquences si elle fait ça. Ah, oui, parce qu'à aucun moment elle a dit. Bon, mais il va y on avoir est baisse de dans une pension. campagne électorale, hein. Il y a des promesses, voilà, pas Ah ouais, mais à ce niveau-là, La guerre, la chasse et Ouais. l'élection. Juliette, t'as regardé le. J'ai regardé. Je vais refaire un petit historique après, hein, mais. Écoute, moi, ce qui m'amuse, c'est que tout ça s'est paru en même temps que les propositions du MEDEF, que les propositions Union Métallurgie, UMM, ouais. UMM. Et ce qui est intéressant, c'est que pour le coup, Métallurgie, justement, ils sont venus sur la notion des retraites en disant, effectivement, il faut qu'on change parce que c'est pas à l'entreprise de sponsoriser comme ça toutes ces thématiques-là. Il faut essayer de remettre d'un côté ce qui relève de la taxe, ce que tu disais tout Ouais, à de la l'heure, et de solidarité l'autre côté nationale. ce qui relève vraiment des cotisations. Et donc c'est vrai qu'il peut y avoir le débat qui s'ouvre à un moment et elle n'a pas été jusque-là. Elle a pas été Il y a toute la question impôt de production très clairement, et puis là c'est quand même assez étonnant, parce que dire je vais vous augmenter les salaires, mais il faudra s'engager, je vous dis Alors, attends, les à impôts ce de moment-là, production, attends. mais je vous augmenterai Il y les a tellement de salaires. choses, Il y a tellement de choses, on va faire un petit. Juste, je vais le faire très court. Elle démarre sa campagne en disant 10% de hausse de salaire sur mon mandat, sur mon quinquennat. Bon. Les gars du MEDEF font un petit peu les calculs et se disent non, ça va pas le faire, Madame Pécresse, c'est une augmentation du coût du travail telle que vous prévoyez de faire les choses, c'est pas possible. Ah bah oui, ok, dit Pécresse, vous avez raison. Donc, je vais me contenter de 3,5%, 3%, ce qui est donc la fin des cotisations retraite sur les salaires, la part salariale des cotisations retraite. Et le reste, je vais fonder alors, il faut le citer, observatoire paritaire des salaires, qui va être, donc avec les syndicats à l'intérieur, qui va être chargé de s'assurer que les salaires augmentent conformément aux promesses de campagne, avec un premier objectif, et tu nous as dit pourquoi, Jérôme, de 5% sur 2 ans. Voilà, on en est là. Et effectivement, hier, si jamais les entreprises ne sont pas au rendez-vous de cette hausse de salaire que j'ai promis, alors il y aura moins de baisse d'impôts de production. Voilà, j'ai résumé un petit peu la pensée complexe et néanmoins riche de Valérie Pécresse. Donc l'observatoire, on en parlait tout à l'heure, avant de commencer l'émission. Moi, ça me fait penser à la SIASP, donc ce beau comité interministériel qui existe dans la fonction publique depuis le début du XXe siècle, dont l'objectif, c'était pas du tout d'augmenter les salaires, c'était de réduire les salaires justement au sein des établissements publics, des entreprises publiques, et de vérifier que ça pèse pas trop sur le budget de l'État. Donc j'aime beaucoup ces idées
qu'on ressort avec des objectifs un petit peu différents à plusieurs Mais dizaines d'années d'écart. C'est le secteur public, Juliette. Ça Bien peut se sûr. comprendre dans le secteur public. Alors, ça peut se Que comprendre. l'État s'occupe du secteur public et Oui, des mais- salaires dans le secteur public. Stéphane, oui, ça peut se comprendre. Et oui, le fait de mettre en place un observatoire comme ça, qui soit en plus complètement général sur la notion de salaire, alors qu'on se rend bien compte que suite à la crise, il y a des entreprises qui s'en sont mieux sorties que d'autres, des salariés qui s'en sont mieux sortis que d'autres. Et donc, juste dire, on va mettre un observatoire et puis on regarde le volume global plutôt que d'essayer de raisonner par entité, par branche, par secteur d'activité, c'est complètement... Enfin, je ne sais pas où on va. Honnêtement, je ne sais pas où on va. C'est cette tendance dont on parle régulièrement, à vouloir absolument piloter l'économie. C'est ça. C'est-à-dire, on veut absolument, on définit des normes et tout le monde doit se conformer à ces normes. C'était, je le rappelle régulièrement, ce que Karl Popper appelait les constructivistes. C'est-à-dire ceux qui, en fait, définissent de haut, on appellerait ça aujourd'hui, je pense plutôt des bureaucrates ou des technocrates, qui définissent, en fait, ce que doit être une organisation économique. Et tout le monde doit se conformer à cette organisation. Sauf qu'effectivement, le jeu des intérêts des uns et des autres fait que ça ne marche jamais. Et donc il faut, c'est dans son fameux livre « La société ouverte et ses ennemis », il faut plutôt une société ouverte où on définit quelques règles de comportement et puis ensuite on laisse les choses s'ajuster. Et là, effectivement, on est étonné de voir dans le programme d'une candidate De droite. voilà, normalement, qui C'est en la plus... droite de gouvernement, ça, en France, les amis. Qui en plus a un passé plutôt, quand on regarde le passé de Valérie Pécresse, en tant que ministre du Budget, plutôt libéral classique. On n'est pas du tout dans la droite gaulienne qui parfois... Interventionniste. Voilà, interventionniste, politique publique. Voilà, on n'est pas du tout là-dedans. Le vieil RPR, c'est pas du tout elle, normalement. Et donc on voit que cette campagne, elle est aussi une espèce de synthèse que Valérie Pécresse essaye de faire entre tous les différents courants qu'elle a promis d'agréger pour dire je réunis tout le monde derrière moi, sauf qu'on voit bien qu'au moins déjà économiquement, les vues sont quand même très différentes. Et donc là, ça s'ajuste en permanence, mais on ne voit pas trop le cap encore. Mais c'est ça. Voilà. Stéphane, Vas-y, Juliette, je t'en prie. honnêtement, moi, il y a un point positif que je voudrais donner là-dessus. Parce qu'il faut voir aussi des points positifs à côté Absolument. du reste. Allons-y. Le point positif, Dingue. c'est qu'au début, elle ne parlait pas de réduction d'impôts de production. Elle a commencé à en parler, et puis ils viennent déjà de dire on va reprendre ce sujet et Tu as approfondir. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une écoute aussi des parties prenantes, et pour quelqu'un qui, justement, n'a jamais été présidente, Ouais. moi, je trouve que sur la méthode, au moins le fait de dire, OK, on a fait un premier jet, on se rend compte que ça ne peut pas passer, etc. On discute avec les parties prenantes pour essayer d'améliorer la copie. Voilà. La politique agit. Je trouve que ça, c'est bien. Voilà. Méthode Il y a, Scrum. il y a aussi, je voudrais ajouter que cette problématique du pouvoir d'achat, moi, elle me paraît particulièrement périlleuse. Ah ouais. Pour plusieurs raisons. Alors, tu parlais de renchérissement éventuel du coût du travail. Il ne faut surtout pas que ça arrive. La première cause de pauvreté en France, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je le martèle, c'est pas des salaires trop faibles, c'est le manque de travail. C'est le fait que nous avons des millions de chômeurs en France. Il y a aussi des millions de gens qui occupent des emplois à temps partiel et qui souhaiteraient travailler plus et qui ne le peuvent pas. Donc il ne faut surtout pas renchérir le coût du travail. Et puis il y a autre chose, c'est aussi, ça n'est pas que lié à des barèmes macroéconomiques, cette histoire de pouvoir d'achat, c'est aussi lié à des enjeux sociétaux, l'environnement. Donc ça veut dire quoi? Qu'on continue à prôner il faut consommer plus. Si on veut consommer autant que ce qu'on a fait, il faut changer les moyens de production pour moins polluer. Mais ça coûte énormément d'argent et ça se répercute indéniablement sur les prix. Et puis, au cours de la crise du Covid, il y a un sentiment qui s'est répandu en France, c'est l'idée de relocaliser une partie de la production. Il faut quand même avoir conscience que notre partie du pouvoir d'achat, nous le tirons pour bonne partie de salaires de misère qui sont versés à l'étranger. L'ouvrier ghanéen qui travaille à l'extraction de nos hydrocarbures, de notre aluminium, de nos pneumatiques, il est payé 7 centimes d'euros de l'heure. Alors, si on veut fabriquer un vélo en France, ça coûte 5 à 10 fois plus cher qu'un vélo fabriqué en Chine. Donc si on veut relocaliser, je veux bien, mais il ne faut pas en même temps réclamer une hausse du pouvoir d'achat. Ça n'a pas de sens. Voilà. Non, la véritable question... Des injonctions contradictoires. Non, parce que Jérôme est très juste. La véritable question qui devrait être au centre des débats économiques, c'est quel modèle de production on veut. Alors, quel modèle, quel volume, comment est-ce qu'on l'organise? Et après, effectivement, se pose la question de comment est-ce que, en termes de fine-tuning, on répartit les dividendes de ce modèle de production. Mais si on raisonne uniquement en dividendes, en fait, on voit très bien que arrive assez rapidement la problématique bien connue en France de la pensée magique et de l'arbre à pognon. C'est-à-dire que globalement, à un moment, il faut juste qu'il y ait quelque chose qui arrive à la fin du système de production qui fasse augmenter le volume d'argent de tout ça et qui permet de le répartir. Et on le fait en général, en France, avec beaucoup de lâcheté souvent, avec de la dette, et à un moment, ça va s'arrêter. Donc ça,
on voit aujourd'hui, c'est pas encore. Peut-être qu'avec l'entrée en campagne du président, ce sera peut-être le cas, puisqu'on sent qu'il veut en faire visiblement un véritable sujet. Mais ce type de modèle de production et ce débat autour de ça, on ne l'a pas encore aujourd'hui, alors qu'on devrait l'avoir. Et la Vas-y, notion de Juliette. travail aussi. Et bien sûr, évidemment. Et parce que ça, c'est quand même très choquant quand tu regardes effectivement au niveau des sondages, etc., sur les attentes, je veux dire, pouvoir d'achat, s'il n'y a pas de problème, ça arrive en première liste. Mais ce qui est marrant, c'est quand on se rend compte qu'il y a quand même eu un impact de la période qu'on vient de vivre, justement avec le chômage partiel, avec l'apprentissage, où somme toute, dans la mentalité, dans la culture des Français, l'entreprise est beaucoup mieux positionnée aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a Tout à un fait. an, il y a 2 ans. Et il faut vraiment retravailler sur cette notion de travail. Je pense qu'il y a des vraies thématiques derrière. La constitution d'un patrimoine professionnel. Mais c'est ça qui est fou dans toute Il cette faut histoire. réfléchir à ça. Non, mais c'est ça qui est fou dans toute cette histoire de Pécresse, c'est que d'abord, elle balaye complètement toute la réflexion autour de ce qu'une entreprise peut apporter, même en termes de rémunération, participation, association au capital, prime défiscalisée, enfin, bref, tout ce qui permet en fait de sortir de l'équation salaire brut, salaire net, donc ça, elle le laisse tomber. Et puis derrière, quand même, on en pense ce qu'on veut, mais toute la réflexion, je vais l'appeler la réflexion Pénicaud, autour de la responsabilité d'entreprise, autour de l'idée de faire des accords d'entreprise, de travailler au sein de l'entreprise à la création d'un destin commun. Voilà. Tout ça est balayé. Eh ben, moi, j'ai un rêve. C'est fou. J'ai un rêve, c'est que je ne sais pas qui sera président ou présidente, mais si ce président ou cette présidente peut développer dans la loi ce que j'appelle les dispositifs expérimentaux, qui seraient laissés aux entreprises, parce qu'on est face quand même à une inconnue aujourd'hui. On vient de subir C'est un tout le certain contrat nombre de- d'entreprise Pénicaud, C'est ça, tout le contrat d'entreprise. Juliette. Tout est Oui, mais fait, il faut le tout est prêt. développer hein. sur le reste, tu vois, parce que par exemple, tu prends la notion de partage de la valeur. Je veux dire, en France, on a quand même la chance, on a fait partie des premiers à lancer ça. C'est vraiment du pur français. Intéressement, participation, actionnariat, salarié. Aujourd'hui, tout ça, c'est illisible. Il y a vraiment ces systèmes-là. On peut capitaliser parce qu'on a le recul pour savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pourquoi, comment, et pour pouvoir améliorer les dispositifs. Déjà, commençons par des choses comme ça. En parallèle, il y a effectivement un besoin d'investissement qui est juste colossal pour les entreprises post-Covid, avec l'impact climatique, il va falloir repenser toutes les infrastructures, etc. Et pas que les entreprises, je veux dire, ça va être pareil au niveau public. Tout à l'heure, on citait l'exemple. Aujourd'hui, tu vis en dehors de Paris. Tu veux venir travailler à Paris. Moi, je veux bien. Mais quand tu n'as que la 13 pour circuler avec ta voiture et que tu n'as aucun endroit où tu pourrais passer en électrique avec un point de charge, où tu pourrais... je veux bien qu'on développe la voiture électrique en France, je veux bien qu'on développe la trottinette électrique, mais tu n'as pas les infras. Donc, il va y avoir des infras au niveau public, tu vas avoir des infras au niveau privé, et c'est énorme. En Donc, trottinette électrique sur la 13, je te le conseille pas. non, mais je suis d'accord. Non, je tiens à ce que tu viennes quand même régulièrement. Aujourd'hui, il faut éviter. Mais tu pourras avoir une voie, pourquoi pas? Crée une voie, crée une voie. C'est une expérience de vie que... Voilà. Non, mais Stéphane, on peut créer une voie, mais ce que je veux dire, c'est que tu vas avoir des Non, mais investissements ok. de fond. Voilà. Donc, il faut laisser aussi aux de risque. entreprises Un mot. le fait de proposer des choses. Quand même un mot primaire populaire, parce que quand même on en sort. Il y a quand même une forme d'ubérisation, moi je trouve. Complètement. Derrière, on peut penser ce qu'on veut du résultat de tout ça, machin, c'est pas notre sujet. La pratique, il y a une forme d'ubérisation que j'ai trouvé intéressante. Donc quoi, c'est anecdotique, c'est un précédent, c'est l'image de l'effondrement des partis. Enfin, ça y est, on commence à constater que les partis sont plus capables en fait d'organiser la vie politique. Probablement Jérôme que les réseaux sociaux ont tout court-circuité. C'est-à-dire que maintenant, on va directement pouvoir, c'est très simple pour un parti ou pour un candidat de mener des micro-sondages en utilisant les réseaux sociaux, Ouais. de tester ce que les gens ont envie d'entendre. Pécresse s'est engouffrée dans cette histoire de pouvoir d'achat, parce que, comme tu le dis très bien, c'est la première préoccupation des Français. Et ça, on l'a vu au travers de sondages qui ont été menés notamment sur les réseaux sociaux. Donc ces réseaux sociaux, finalement, court-circuitent tout l'organisation traditionnelle des partis, avec des gens qui adhèrent au parti, qui font remonter avec des débats, des tables rondes au sein des partis pour faire remonter les idées. Tout ça, c'est fini. Voilà, il y a un court-circuitage énorme. Ça restructure le paysage, mais en France, mais pas qu'en France. Tu parles d'ubérisation, c'est un peu ce qu'on observe dans de nombreux pays développés actuellement. Ouais, moi, Wilfried. je trouve qu'il y a deux aspects là. Il y a effectivement, on voit qu'il y a un élan incontestable pour avoir de nouvelles formes d'organisation. Il ne faut pas oublier non plus que cet élan aujourd'hui ne concerne qu'une petite partie de la population. Et que lorsqu'on voit d'ailleurs les commentaires, parce qu'il ne faut pas le dissocier ce qui s'est passé d'après les commentaires sur le résultat de la primaire populaire. On voit que les commentaires sont souvent assez dubitatifs sur cette histoire de notation, sur comment est-ce que c'est véritablement représentatif ou pas, qui a effectivement voté. Le vote, c'est autre chose que la livraison de repas à domicile. C'est pas exactement la même chose. Et on voit qu'il y a
cette volonté de se saisir d'un certain nombre de choses, mais il y a une vraie différence entre une base militante et une base de mobilisation qui peut être très forte, et ce qui est effectivement considéré comme étant représentatif et dans lequel on se rend compte que les partis ont encore quand même un rôle à jouer. Parce qu'il y a une granularité, il y a aller chercher des gens, quand on parle en vaccination de l'aller vers, les partis vont vers un certain nombre de gens qui ne sont pas présents ou qui n'utilisent pas les réseaux sociaux encore. Donc on est dans cette... Je pense qu'on est dans cette phase un peu intermédiaire. Ça m'intéresse. Juliette, comment tu vois le truc ? Ça me fait penser à l'initiative qui a été lancée en Tunisie, là, de pouvoir justement, via les réseaux sociaux, demander à la population tunisienne, bon ben voilà, aujourd'hui il y a eu des petits changements au niveau étatique, vous n'avez plus de parlement, et donc vous, Tunisiens et Tunisiennes, je l'ai fait de façon diplomatique. Oui. Comment souhaitez-vous, qu'attendez-vous? Attends, initiative lancée par qui, Juliette? Par le président. Voilà. Vas-y, continue. Par le président. Et donc il a lancé une grande initiative publique où les Tunisiens et Tunisiennes peuvent répondre en ligne à un certain nombre de questions, faire part de leurs attentes, etc. Et ce que tu disais très justement, c'est tout le problème aussi de la fracture numérique, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de personnes de la population qui n'ont pas accès à ces outils-là. Qui ne l'utilisent pas vraiment. Ou qui ne l'utilisent pas vraiment, ou qui l'utilisent mal. Différemment. Voilà, différemment, on peut avoir beaucoup de choses. En revanche, l'initiative est quand même assez bonne, et quand tu vois que même au niveau européen, je veux dire, ça a été utilisé en Allemagne, sauf erreur de ma part, tous les outils qui se développent pour demander aux populations qu'est-ce que vous attendez des plateformes citoyennes, moi je trouve que l'initiative est excellente. Le seul problème, c'est que tu n'auras qu'une partie de la tranche de la population. Je suis en total désaccord avec ça. Mais alors vraiment en total désaccord avec ça. C'est pas notre sujet, mais je crois qu'une constitution doit être rédigée par une assemblée constituante, point à la ligne. Pardon, mais je ne suis pas capable d'avoir un avis sur une constitution. C'est pas possible. Stéphane, tu pourras jamais. C'est pas ça, on est bien d'accord. La question, c'est pas avoir l'avis sur la constitution, mais c'est un petit peu comme les cahiers de doléances, la Poste, Gilets jaunes, c'est n'importe quoi. Mais regarde, l'Institut présidé par M. Frérot, là, qui vient de rendre ses conclusions aussi, et qui pour une fois a rendu ses 15 conclusions, qu'il a passées au crible. Institut de l'entreprise, Institut de l'entreprise, tout à fait. Ils ont une démarche participative très différente, là. Ils ont dit, pour une fois, ben voilà, les 15 propositions qu'on a envie de faire en tant qu'entreprise, etc. En revanche, on va les soumettre à des citoyens qui ne sont pas dans le milieu pour voir aussi leur retour. Ça ne veut pas dire que tu ne retiens pas les choses. En revanche, le fait d'écouter, mais non, mais c'est quand même important. Mais non, mais Juliette, c'est ces logiques-là qui donnent ce moment surréaliste-là de la Convention citoyenne sur le climat. C'est n'importe quoi. À un moment, tu ne peux pas avoir une horizontalité des points de vue, c'est pas vrai. Il y a des gens qui savent, des gens qui ne savent pas. Moi, je ne sais rien sur la Constitution. Tu as besoin de décider à un moment. Une fois que c'est rédigé, tu as le référendum. Une fois que c'est décidé, tu as le référendum. En fait, je pense que ces nouveaux outils-là, c'est un peu le renouveau du militantisme. C'est pas le renouveau de la citoyenneté, c'est le renouveau c'est une autre façon de militer. Et donc effectivement, les gens qui sont motivés, qui veulent se mettre ensemble pour pousser des causes, ça c'est extraordinairement intéressant. En revanche, effectivement, là où je te rejoins, tu peux pas atteindre toute la population. Donc, voilà, mais surtout, c'est intéressant, un renouveau de militantisme. Encore une fois, les gens qui veulent s'engager. Tu as un avis sur un projet constitutionnel. Tu fais un Wilfried. Alors oui, toi, parce que tu es un puits de culture. Mais enfin, pardon, il faut quand même le droit public des années d'études de droit constitutionnel avant de savoir comment faire je vais dire, Stéphane, moi je trouve que ce que tu viens de dire sur le militantisme, pour moi, est très important. Et je suis désolée, quand tu regardes aussi le nombre de citoyens qui aujourd'hui ne vont plus voter, si ce genre d'outils peut aussi aider à faire revenir dans la course un certain nombre de personnes et à attirer les jeunes. Eh bien, je trouve que c'est plutôt positif. C'est plutôt les vieux qui étaient... Les jette pas d'un coup sec. Jérôme? Non, mais je disais oui, simplement attirer les jeunes, parce que quand tu parles d'ubérisation, c'est marrant, ça me fait penser un petit peu aux banquiers qui s'accordent plus à essayer d'attirer de nouveaux clients pour octroyer des crédits immobiliers. On dit, quand tu veux négocier ton crédit immobilier, ne va pas à ta banque, démarche d'autres banques, parce qu'elles essaient juste d'être plus compétitives en essayant d'acquérir de nouveaux clients et finalement se préoccupent assez peu de garder ceux qui sont déjà dans la maison. C'est un peu la même chose ici. Bon, les personnes âgées qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, qui ont toujours voté à droite, ils vont continuer de voter à droite, tout simplement. Donc le combat qui est mené par tous ces candidats à la présidentielle, c'est d'acquérir de nouveaux électeurs. On leur dit, les jeunes ne votent pas assez, il y a ces réseaux sociaux, il faut les utiliser. Et ils écoutent ces conseils, c'est normal. On marque une pause. On repart, les amis, on repart. Alors, donc, Juliette, question de gouvernance. Il se trouve que là, on a des choses très intéressantes. Je ne sais pas. Je vois une femme à la tête d'Orange. On nomme le DG sans nommer le président. Et elle accepte d'être DG.
elle ne sait pas du tout quel va être son président. Je voulais ton avis là-dessus, si tu peux le donner. Après, je respecte, hein, il doit y avoir des tas de devoirs de réserve et tout. Je trouve, personne n'en parle, mais je trouve la procédure surréaliste. Alors. Reposons les Terrain Là, miné. là, je sens que... Alors, terrain miné. Nommer une femme, j'ai envie de dire, il y avait d'autres candidats qui étaient des hommes qui auraient eu le même type de problématique. Donc, si je prends juste le côté nommer une femme à la tête d'Orange, moi, je suis super contente. Ouais. Parce qu'il y en avait quand même vraiment trop peu sur les sociétés. Et l'État était dans son rôle à peser pour ça, parce que l'État a pesé pour que ce soit elle. Hein, parce À qu'elle était femme. compétence égale, l'État a dit. Donc, remettons Ouais, les ouais, choses non, à non, ok. compétence égale. Donc, je trouve ça très sain. Et puis, il faut quand même se souvenir aussi, notre amie Ursula, qui, il y a une dizaine de jours, a dit qu'elle avait poussé une réglementation au niveau européen pour imposer aussi un quota sur les boards. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que dans l'index parité au niveau des conseils d'administration, les 3 meilleures entités qui tenaient, entre guillemets, l'Europe par le haut, il y avait la France, très bien, et puis il y avait la Grande-Bretagne, ils sont plus vraiment européens, et je crois qu'il y avait la Norvège. Donc ils se sont dit, si on regarde le taux réel en Europe, revenons sur c'est pas Orange. bon. Revenons sur Donc Orange. ça me semble bien. En termes de process après, moi ce qui m'amuse, c'est que tu es aussi sur un cas de dissociation de fonction, et ça rappelle quelques dossiers, par exemple NJ, sur la dissociation de fonction. Ouais, mais là, le président, il était connu. Le président était connu. Troisième point, tu as quand même un président actuel qui a été condamné. Certes, qui se pourvoit en cassation, mais qui a été condamné. Ouais. Donc, un maintien tel quel, etc., sur la période, moi, ça m'interroge un petit peu quand même, hein, au niveau d'Orange. Tu peux pas. Quatrième point, Tu peux prendre. président du Conseil. Non, non, attends. Pour répondre à ta Juliette, question il a sur le pas- terme process. Pour répondre à ta question sur le terme process. La question est, comment est-ce qu'on considère un président de conseil d'administration ? C'est quoi son rôle ? En France, la notion de dissociation de fonction, si tu veux, entre directeur général et président du board, c'est très américain, c'est très anglo-saxon, donc on a de plus en plus de dissociation de fonction sur les boards, mais c'est une culture anglo-saxonne. Et en France, on a beaucoup de mal à se dire « je suis président du conseil et je ne fais que mon rôle de président du conseil ». Donc, président du conseil, animer les travaux du conseil d'administration. Que les administrateurs indépendants sont bien indépendants, que tout je cela se convoque passe. tout le monde en temps et en heure, que je fais en Exactement. sorte que tout le monde parle, je donne la parole. Bref, je ne m'occupe que de gouvernance. C'est Je très m'occupe important. Voilà, que de la gestion du conseil d'administration. Et la stratégie Et est le laissée au directeur DG. général qui est en charge de l'exécution courante. Exactement. Le problème en France, c'est que comme on a du mal avec ça, souvent quand on met en place sa dissociation de fonction, le président du conseil va vouloir dire oui, mais j'ai quand même un petit rôle représentatif aussi. Je ne suis pas simplement là pour animer les travaux du conseil. Et c'est là où on va avoir des sujets. Donc moi, très honnêtement, sur le process, ça ne me gêne pas qu'il y ait une directrice générale de nommer, puis un président du conseil qui soit nommé plus tard. Ça ne me pose pas de problème de D'accord. fond. Ce qui me gênera en revanche, et que je vais regarder avec beaucoup d'attention, ce sont les prérogatives du président du conseil d'administration. Parce que si on arrive à avoir un vrai président de conseil qui n'est là que pour animer son board, aucun sujet. Aucun sujet. Aucun sujet. Ok. Non, mais c'est intéressant. Je pensais à ce que Jean-Dominique Sénard, qu'on connaît un peu, quand il est devenu président du conseil d'administration de Renault, je me suis dit, bonne chance au DG quand même. Hein, voilà. Et en fait, visiblement, le DG est un vrai DG. Mais bon, sans doute a-t-il dû s'imposer. C'est dissociation. Dissociation, mais il faut que de ce soit fonction. très Il faut que clair ce au soit point de dissocié. départ. Et très clair au point de départ, c'est ça Très Juliette, clair voilà. au point de départ. Et franchement, si chacun faisait son rôle, ce serait nettement mieux. La direction générale à l'opérationnel, le président du conseil d'administration s'occupe de gérer son conseil, et on aurait peut-être des petits changements justement de composition de conseil, de mode de fonctionnement, qui feraient peut-être pas de mal en France. Et notamment sur l'indépendance des administrateurs. Notamment sur l'indépendance des administrateurs, sur la taille des conseils d'administration, où franchement parfois c'est tellement pléthorique que moi je vois pas comment tu peux décider quand tu as une vingtaine de personnes autour de la table pendant 2 heures. Tout le monde ne peut pas s'exprimer, tu n'as pas de temps d'échange, alors que le conseil c'est un lieu d'échange et de débat. Donc ça, c'est dommage. Et potentiellement aussi, c'est quand même... Quand tu regardes sur la composition des conseils d'administration, je veux dire, en France, on a été très bien, on a mis en place la parité. En revanche, on ne réfléchit pas assez en termes de diversité. Quand je dis diversité, je vais plus loin que la question homme-femme, je vais sur les questions d'âge. Je trouve ça très dommage. On n'a pas assez de jeunes membres de conseils d'administration en France. Je trouve ça très dommage, parce que ça apporte autre chose. En termes de profil, type d'études,
type d'expérience. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, on raisonne quand même beaucoup en mettant autour de table, on continue, heureusement pas tout le monde, mais en mettant autour de table d'anciens dirigeants qui ont été opérationnels, donc qui ont du mal psychologiquement à se dire j'arrête d'être opérationnel, je ne deviens qu'un administrateur parmi un autre, comme tant d'autres. Et ça, c'est un peu dommage. Donc un vrai président de conseil qui fait bien son job et qui pousse son conseil d'administration pour que ce soit un meilleur lieu d'échange, plus représentatif de la diversité, donc des innovations qui vont en sortir, moi je dis banco. Vous avez un avis là-dessus, les amis? Non, je pense que tout a été dit. L'essentiel, c'est effectivement la clarté de la mission, des règles et du périmètre de chacun. Et après, je pense qu'il y a une chose essentielle, mais en plus, dans le cas d'Orange, ça va être encore plus intéressant, c'est parce que la personne va être choisie effectivement pour ça. C'est une question de personnalité. C'est-à-dire qu'on a beau mettre toutes les règles qu'on veut, si la personnalité n'est pas en adéquation avec ces règles-là, forcément, après, il y a des guerres de périmètre. Tout n'est pas... En général, c'est rarement comme dans un contrat américain où vous avez le droit d'acheter une orange pour la peler, en faire du jus, Non, etc. mais je comprends. Donc, en fait, il faut effectivement, comme tu disais si justement, c'est-à-dire que c'est difficile pour un président ou pour un membre du conseil qui vient de l'opérationnel de se mettre dans un état psychologique pour dire effectivement je ne suis plus opérationnel. Mais ça c'est clé, c'est-à-dire que je pense que la psychologie, l'état d'esprit dans lequel on est à la limite encore pour moi beaucoup plus clé que ce qui va être rédigé dans les statuts. Jérôme? Oui, alors si on parle aussi de la féminisation, tu parlais de la féminisation. Oui. Histoire Juste, je n'ai pas donné les chiffres, donc Ouais. attends, j'ai noté moi 3 femmes à Oui, la tête du CAC d'entreprise du CAC 40, Ouais. mais il m'en manque une. Il y a Engie, il y a Orange. Pas encore. T3, c'est bientôt, c'est Veolia. Ah Attends oui, un c'est petit ça, peu. c'est Veolia. Et il y a Sodexo, Sophie Bellon, dont on ne sait pas comment ça va tourner. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de DG, quoi. Voilà. Donc elle est à l'opérationnel, voilà. Et donc non, mais là où c'est plus intéressant, c'est pour le SBF 120. Donc c'est 14 femmes à la tête de groupe du SBF 120. Donc et on a une estimation de 10% de femmes à la tête des startups. C'est un score qui est innovantes. légèrement supérieur à ce qu'on observe aux États-Unis, par exemple. Si on prend le S&P 500 ou Fortune 500, c'est-à-dire si on classe les entreprises par capitalisation boursière ou par chiffre d'affaires, on tourne entre 6 et 8% de femmes qui sont nommées à la tête. Ce qui est un mouvement quand même en hausse. D'ailleurs, les médias américains font les unes là-dessus en disant « Regardez, c'est formidable, on est passé de 6 à 6,5%, etc. » Bon, il y a aussi, au-delà de la problématique du genre, comme ce que tu disais, aux États-Unis, il y a une autre problématique, c'est aussi les minorités. Bien sûr. Les minorités, là. Bon, voilà. Donc, eux, ils s'engagent sur des chantiers, etc., à long terme. Mais finalement, dans nos économies développées, voilà, c'est quelque chose qu'on essaie de prôner. Est-ce que ça donne, il y a une question intéressante, est-ce que ça donne lieu à des politiques différentes au sein des organismes ? Juliette, ça c'est le grand débat. Alors, Management au féminin. Je voulais voir, on ne passe pas une heure là-dessus, mais c'est vrai que c'est une bonne question. Non. Alors, je vais te répondre. Je vais pas répondre sur le management au féminin. Je vais répondre sur le management tout court. Parce que je suis convaincue que ce qui est important, c'est la diversité. Moi, je travaille que sur la gouvernance. Et donc, ne travaillant que sur la gouvernance, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on fait pour produire l'intelligence collective au sein d'un organe. Et je suis désolée, quand tu as une diversité de représentation, hommes, femmes, jeunes, plus âgés, profils divers d'expériences personnelles, professionnelles, ça produit de meilleurs résultats. Donc moi, c'est ça ce qui m'intéresse et je ne vais pas me prononcer sur la parité. En revanche, il y a une chose quand même qui me choque un petit peu dans les chiffres que tu as donnés là. C'est 10% sur les startups. Ouais, mais je me méfie de ce chiffre. Je ne sais pas comment tu peux arriver en ce moment. Il y en a tellement dans tous les sens. Oui, mais regarde les licornes. Il y avait eu un article, je crois, il y a un mois, dans les Échos, sur les licornes, en montrant que sur toutes les licornes françaises, il y en avait une seule, Vestiaire Collectif, qui avait été cofondée avec une femme. Et ça, pour le coup, il y a des sujets derrière qui sont des sujets d'accès au financement. Donc, certes, BPI s'est mis dedans, un certain nombre d'investisseurs, etc. Mais ça montre bien que sur tout ce sujet-là, de diversité, de parité, de tout ce qu'on veut. Il n'y a pas qu'une question non plus qui est entre guillemets, de penser rôle modèle en nommant des gens au plus haut poste à un moment donné. Il y a aussi tout un sujet d'accompagnement très jeune, parce que les startups, il y en a quand même beaucoup qui ne sont pas fondées par des
par des barons de plus de 60 ans. Et donc, bilan de l'histoire, il faut Il y a des accompagner... startups de vieux. Il y a des startups de vieux. Il y en a toujours, on est bien d'accord, heureusement d'ailleurs. Mais il faut accompagner en termes de formation et il faut accompagner en termes d'écosystème que tu mets en place. Et ça m'embête plus. Juste sur les startups, il y a quand même un des gros clubs de business angel en France qui est exclusivement féminin. Je sais, mais je suis... Oui, mais t'en as un. Oui, moi, mais j'ai c'est pas un gros- d'exemple, c'est si tu veux. C'est un club de business angel qui pèse et qui compte. Oui, pour oui, lever oui, des tout à fonds fait. Et à puis, ce je- stade-là et pour puis les c'est très startups. bien, Moi, ça ça fait me pas de mal. gêne. Exclusivement Ouais. féminin, Non, ça me mais gêne en plus. C'est pour parce dire qu'il n'y a que ça pas. répond pas pour moi au sujet. D'accord, ok. Si tu veux, Diversité. alors là, je m'en suis un peu détaché, mais j'ai un exemple très précis. C'est Idinvest qui m'avait expliqué pourquoi ils n'avaient pas investi dans Blablacar. Parce que Frédéric Mazzella était centralien. Et qu'un centralien ne pouvait pas diriger une start-up. C'était il y a 20 ans. Hein, Mais voilà. façon de Mais penser. non, Oui, c'est- oui, ok. je n'ai pas, même en off, même dans l'intimité de conversation qu'on peut avoir, et faites-moi confiance, je n'ai pas d'exemple de gens qui m'aient dit « Ah non, on ne l'a pas fait parce que c'était une femme ». Ça, je ne l'ai jamais entendu. Alors peut-être que c'est vrai dans la pratique, Quand mais bien même ce serait je ne vrai, l'ai jamais entendu. personne ne Voilà. s'en vanterait. Si c'était vrai, personne ne s'en vanterait. Mais Fais-moi confiance. non, mais moi-même qui fréquente ce genre de club, je peux te dire que j'ai jamais vu ce genre d'argument sortir, même en off, en dehors de, même quand les gens ne savent pas ce qu'on dit sur eux, ça n'a jamais été un argument. Au contraire, si c'est un secteur qui touche typiquement une consommation féminine, on préfère une femme. Ouais. Parce qu'elle saura plus que les Enfin, hommes. en tout cas, à la question que tu posais, c'est à Stéphane Payez, je ne sais jamais comment on prononce la patronne de la Française des Jeux, qui a répondu récemment, là, je crois que c'était dans le Figaro, mais j'entends assez souvent quand même des dirigeants dire « mais me parlez pas de management au féminin, c'est n'importe quoi ». Voilà. On dirige. Oui, mais point que à ce soit la un ligne. homme Voilà. ou une femme. D'accord. Oui, Oui, c'est ça. ok. D'accord. Tu sais, la fameuse phrase Oui, oui, d'accord. un homme comme les autres. Moi, je La vais femme dire- est un homme comme les J'ai autres. la chance Voilà. de vivre avec une dirigeante et je peux confirmer. Bah oui, ça fait 25 ans. Attends, parce que le temps tourne très vite. Moi, je veux qu'on parle d'Orpea. Parce que ça m'intéresse, moi, quand même. Les gars, donc, alors d'abord, je sais pas, on réfléchissait ensemble avant l'émission, Wilfried, est-ce qu'il y a un précédent? Moi, je crois qu'il n'y en a pas. Une telle destruction de valeur et une telle vitesse sur une enquête journalistique. Donc, Orpea a pratiquement perdu la moitié de sa valeur boursière, là. C'est quand même plus de 2 milliards d'euros, c'est-à-dire on parlait de quelque chose qui était, qui est un gros acteur, que ce n'est pas une penny stock balayée comme ça par un problème de défiance. Et la deuxième chose, là où je voudrais votre avis, c'est donc là, il vire le DG. Mais enfin, bon Dieu, si c'est effectivement un système organisé, mais enfin, c'est l'intégralité du conseil d'administration qui doit démissionner sur un truc comme ça, non Je voulais ton sujet, je voulais ton avis, Juliette. Alors. C'est une histoire de fou. C'est une histoire. Même chose, hein, si d'une manière ou d'une autre, tu es... Non, il n'y a pas de problème, je peux en parler. Moi, je vais te dire, ce qui m'a étonné dans ce dossier, ce sont les communiqués de presse de la société elle-même. Parce que tu as le premier communiqué qui est « on n'a pas le bouquin ». C'est de la diffamation, on fait tout parfaitement bien. Second communiqué 2 jours après. On va quand même faire mener des évaluations par 2 cabinets de conseil indépendants dont le nom sera communiqué. Alors déjà, moi, quand on parle d'indépendance, je suis toujours assez rigoriste en disant indépendant, d'accord, mais je serais intéressée de voir vraiment le nom des cabinets in fine et donc la réelle indépendance de ces cabinets dans un cadre un peu compliqué. Okay. Et puis, troisième tir où effectivement, paf, On vire le DG. on vire le DG La veille de son sans aller audition. plus loin. La veille de son audition par la ministre, Exactement. il doit aller voir la ministre le lendemain. Non, évidemment. Et donc là, tu te demandes, en fait, quand tu regardes la petite escalade tous les 2 jours, moi, je ne veux pas répondre à ta question tant que je n'ai pas le communiqué de presse dans 48 heures, hein, parce que celui-là, il va m'intéresser. Non, mais toi, tu penses quoi? Moi, je pense que c'est l'intégration. Sur un truc pareil, encore une fois, je vais y réfléchir, hein, puis on va en parler toute la semaine. Je crois que c'est sans précédent. Mais bon Dieu, le conseil d'administration doit démissionner. C'est pas possible autrement, quand même, enfin. Alors, la surveillance, effectivement, de la gestion, ça relève du rôle du board, et donc, effectivement, il y a des questions à se poser. Le seul truc, c'est que sur un cas comme ça, tu risques quand même de déstabiliser encore plus la société. Parce que si tu vides tout le monde, tu n'as plus personne qui T'inquiète, les directeurs des EHPAD, ils vont continuer à bosser. Hein, J'entends le point. Mais moi, je trouve que c'est quand même assez logique, à la place du conseil d'administration, je veux dire, soit il y en a qui savent. Et dans ce genre de cas, c'est simple, hein, de toute manière. Un administrateur qui sait quelque chose qui n'a pas fait son job, c'est à lui de démissionner dardard. Et ce n'est pas la question de tout le conseil, c'est à titre individuel. Parce que sinon, ils vont se retrouver quand même dans des risques de responsabilité pénale et autres où ils n'auront pas envie d'être. Donc, à titre individuel, un administrateur doit se poser cette question-là. Après, à titre collectif, s'ils ont besoin de lancer l'audit pour vraiment voir à quel niveau dans l'organisation ça existait pas, ce qui était su, pas su,
Parce que tu peux aussi avoir de la fraude derrière tout ça et qu'il ne soit pas remonté. Je n'en sais rien, je n'ai pas lu le livre. Donc c'est pour ça que je suis assez prudente là-dessus. Donc moi, honnêtement, je ne vais pas sortir comme ça en disant c'est forcément une erreur. Oui, et puis moi je rejoins tout à fait ce que tu dis sur le fait qu'il faut se méfier aussi des grands coups de balai, parce que tu disais les directeurs d'EHPAD vont faire leur travail. C'est vrai dans le cadre d'une organisation très décentralisée. C'est-à-dire si effectivement il a toutes les manettes pour faire tous les contrats possibles, imaginables, à la fois d'approvisionnement, de recrutement, etc. Il n'y en a pas pour 6 mois. Je veux dire, le conseil d'administration qui démissionne, voilà, et puis après, je pense que tu fais une assemblée générale, tu repars, enfin ça peut se faire vite, quoi. Après, il faut regarder, est-ce que l'organisation a conduit à un certain nombre de dérives, dans quelle mesure, voilà. Le dossier, il est quand même très très complexe, hein. On sait aussi que voilà, il y a des optimisations financières qui n'ont peut-être pas été très bien faites, pas bien interprétées. Tout ceci va réclamer quand même plus que juste voilà, des décisions très très rapides. Mais c'est vrai qu'il faut le regarder, quoi. Je ne vais pas le citer, mais c'est l'un des invités de la semaine dernière. On parlait du dernier livre de Houellebecq, qui, moi personnellement, m'a beaucoup déçu. Et il disait, en fait, si tu veux sonder la vérité de l'âme humaine, c'est l'enquête sur Orpea qu'il faut lire. C'est pas le dernier Houellebecq. C'est ça. Je crois qu'il avait raison. On parlait de la psychologie individuelle. Non, tout à l'heure, on parlait de la psychologie individuelle par rapport aux règles qui sont établies. Je pense qu'il y a aussi probablement une question effectivement de profil psychologique des gens qui sont aux manettes, hein. Est-ce que vous avez véritablement dans ce cadre d'entreprise, je n'ai pas appelé ça une entreprise à mission parce que maintenant ça veut dire quelque chose juridiquement, oui, mais qui a comme mission principale d'accompagner jusqu'à la fin de leur vie les personnes les plus vulnérables, vous devez avoir un profil psychologique particulièrement attentif à ce genre de choses. Si vous avez que des gens qui sont attentifs à des tableurs Excel, il y avait un... Attends, tu veux dire, parce qu'il y a un sujet sur les indices ESG aussi, non? Je veux qu'on parle... Tu voulais... Vas-y, Jérôme. Tu parles aussi de destruction de capital. Ouais. Les marchés, enfin, l'action en bourse s'est effondrée. Ouais. Alors, une approche naïve, ce serait de se dire, les investisseurs se disent quand même, je vais retirer mes fonds, je vais arrêter de financer, même ne serait-ce qu'indirectement sur le marché secondaire, une entreprise qui se comporte comme ça. Et puis, une analyse un peu plus lucide ou terre à terre dirait, ben non, les gens vont arrêter de mettre leurs parents ou leurs grands-parents dans des EHPAD qui portent ce nom-là, parce que c'est finalement des profits futurs qui sont détruits. Et donc, la dévalorisation boursière, finalement, ce ne serait même pas une correction qui surréagirait. Ce serait tout simplement, oui, les profits futurs de l'entreprise sont sérieusement mis à mal avec ce livre. Ou même si tu dis, on ne va pas rentrer dans les détails, mais un certain nombre d'éléments intéressants à la vie quotidienne de nos aînés sont en nombre limité et tu vas en augmenter le nombre, tu abîmes la rentabilité de la boîte et donc effectivement elle n'a pas la même valeur. C'est la vitesse qui est sidérante quand même, Jérôme. Et c'est là où... les marchés réagissent toujours aux nouvelles de manière mais là, on a un sujet indice ESG, sujet institutionnel, tout de suite, qui éclate pour la première fois quand même de manière... Attends, vas-y. Non, mais c'est très très clair que dès que la nouvelle est sortie, je suis en première ligne sur ce genre de choses. C'est pour ça que je te pose la question. Tout de suite, tous les gérants qui ont comme objectif d'avoir dans leur fonds des valeurs avec des notes ESG avec une certaine qualité, tout de suite ont décidé de sortir parce que la controverse, ce qu'on appelle la controverse, était beaucoup trop grave et pouvait abîmer non seulement effectivement la valeur, mais également la qualité de leur gestion elle-même. Quitte après d'ailleurs à regarder qui avait noté précisément, c'est un peu comme dans la crise subprime dont on parlait tout à l'heure, c'est qui avait donné les notes ESG extrêmement bonnes et sur quels critères ces notes extrêmement bonnes ESG avaient été données à cette entreprise. Bon, ça c'est très intéressant. Un autre débat. Mais donc tout de suite effectivement, tous les investisseurs, en particulier institutionnels, qui avaient des parts d'Orpea, ont très largement liquidé, en laissant ceux qui effectivement étaient dans une approche beaucoup plus spéculative reprendre les parts et en disant effectivement, moi mon rôle c'est de prendre des valeurs qui sont au tapis et c'est pas très grave s'il y a des controverses, en essayant de générer le maximum de rendement. Mais ce type de gestion-là est de moins en moins puissante par rapport à la gestion qui effectivement se veut être une gestion, et tu le disais assez justement, aussi orientée vers le long terme. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne pilote pas la valeur de sa marque, parce que là on est effectivement dans la valeur de la marque, qui détruit une partie de la valeur de sa marque, c'est pas quelque chose dans lequel on a envie d'investir. Et donc forcément, tout de suite, non seulement à court terme, mais aussi à moyen terme, pour revenir sur la valeur, il va falloir effectivement qu'il y ait du travail fait, à la fois sur le business model, la gouvernance, enfin un travail complet. Hein. Juliette ? Et moi, il y a une question que je me pose sur ce cas, sur les nouveaux biens communs.
parce que c'est Richard Ferrand qui était intervenu, je crois, sur l'histoire d'Orpea en disant ce truc-là, il va falloir faut le remettre en zone État, si tu veux. Et en sortant de la crise Covid, où effectivement... M'étonne pas de Richard Ferrand, ça, cette réaction pavlovienne. Non mais attends, c'est intéressant, parce qu'effectivement, là, on touche la santé, on touche les grands-parents, etc. Et donc, il y a toute une réflexion qui est en train de se faire sur c'est quoi les nouveaux communs. Tu sais, c'était un petit peu aussi la question des GAFA, etc. Je veux dire, tout ce qu'on se pose depuis plusieurs mois. Et sur cette réaction qui est qu'est-ce qui est censé être vraiment du pur bien commun en termes d'activité, qu'est-ce qui devrait être remis du côté public, et qu'est-ce qui peut être laissé au privé, qui va répondre sans doute effectivement à d'autres préoccupations auxquelles ne répond pas le secteur public. Donc je pense qu'il va y avoir des éléments là qui vont être assez intéressants. Beau débat, absolument. On a fait le tour d'Orpea. On a bien habillé le sujet là. C'est super intéressant, non? Ça t'intéresse pas plus que ça? C'est super intéressant. C'est super intéressant. En fait, je trouve que ce qui est super intéressant, et là, on touchait tout à l'heure véritablement le sujet, c'est à quel moment les principes financiers s'intègrent dans une vue qui est une vue de service à la personne. Et donc la question, c'est la question par exemple, de ce qu'on voit régulièrement d'ailleurs dans les collectivités locales. Quels sont les critères de délégation de service public? Ça se gère très bien. Ça se gère très bien, mais c'est une délégation. Oui, mais on va au-delà. On prolonge en fait la discussion qu'on a avec Tesmar et Landier. Donc Augustin Landier, David Tesmar. Augustin Landier était avec nous la semaine dernière. Ce bouquin qui s'appelle Le prix de nos valeurs, que je vous conseille, Juliette, qui est un peu moins ardu à lire que L'économie du bien commun de Jean Tirole, où Jérôme sans doute lui plonge dedans. Mais si on n'est pas profadophile, c'est un peu dur. C'est pas le cas de Tesmar et Landier. Et c'est exactement ça, c'est le prix de nos valeurs. Quel prix on accepte de donner à nos valeurs? Ça nous ramène aussi sur le pouvoir d'achat, ce que tu disais tout à l'heure, Jérôme, parce que s'il faut payer pour des éléments en plus dans ces maisons de retraite, il va bien falloir payer pour des éléments. Et d'ailleurs, Stéphane, tout le paradoxe, c'était qu'un des éléments de l'émotion a été de dire on a découvert l'essentiel de ces pratiques qui seraient totalement inacceptables dans des établissements où les résidents ou leurs familles payaient entre 8 000 et 12 000 euros par mois. On n'est pas du tout sur du low cost, on n'est pas du tout sur des gens qui disent j'ai à peine les moyens, je sais très bien que mon père, mon grand-père va pas être terrible, mais bon, à un moment donné, j'ai pas le choix, il peut plus rester à la maison, j'y vais. Là, on est entre 8 000 et 12 000 euros par mois. Tu as raison. Donc là, tout le monde se disait c'est pas possible. Juste un mot très rapide, et puis après je te demanderai, Jérôme, l'histoire de la mesure du bonheur, là, qui est une vieille histoire économique, mais intéressante. Mais juste un mot très rapide, ça m'a beaucoup intéressé, pas le temps de commenter, mais je tiens. La Grande-Bretagne se découvre des fraudes majeures dans son système de PGE. Donc ce serait 5 milliards de livres de prêts frauduleux quand même. C'est un truc de dingue. Sur un système qui était en fait garanti à 100%. Et donc ça veut dire que ça a été l'irresponsabilité généralisée, quoi. Et donc ce petit 10% laissé aux banques, je m'étais toujours demandé, moi, à quoi ça servait. Ce 10% en fait laissé aux banques, et il a servi à ce que les banques fassent leur boulot. Ouais. Voilà, c'est ça. Là, tu ne vas pas demander la révocation de toute la gouvernance en Grande-Bretagne parce qu'il y a eu de la fraude. Mais je crois qu'ils sont en train de s'en occuper. Si tu veux, je crois qu'en Grande-Bretagne, la gouvernance va être légèrement secouée dans les jours qui viennent, tu vois, semble-t-il. Voilà. Non, mais c'est quand même spectaculaire, quoi. Et 5 milliards de livres, ça pulvérise la fraude au CE2, là. C'est les rois de l'arnaque, là. C'est des paysans, là, les gars. Là, on avait l'arbre magique à argent qui était extraordinaire. Putain, 5 milliards. Tout le monde mettait son panier en disant moi aussi, j'en veux. Moi aussi, j'en veux. 5 milliards de livres. Jérôme, donc... On parle de Diem, rapidement ou pas? On n'a pas le temps. Tu veux parler de Diem? Si, alors on va vite. Il nous reste 5 minutes. Bon, alors tu préfères Diem à la mesure du bonheur, d'accord. Oui, parce que la mesure du bonheur, c'est un truc qu'on peut resservir dans 10 ans aussi. Enfin, absolument. Diem, c'est maintenant qu'on en parle ou jamais. D'accord. Donc Diem, la petite histoire. Donc la Facebook renonce à Diem. Voilà, donc c'est la fameuse monnaie crypto, enfin la crypto-monnaie qui était gouvernée plus ou moins par Facebook, qui aujourd'hui s'appelle Meta. Tout à fait. Et qui est abandonnée. Qui est abandonnée parce que Facebook craint le démantèlement, comme toutes les GAFAM. On l'a déjà dit ici. Jusqu'à présent, elle faisait valoir aux régulateurs américains le fait qu'il fallait surtout pas les affaiblir, sinon les Chinois allaient prendre la place. Sauf que la Chine, elle démantèle. Donc, maintenant, ils peuvent plus faire valoir cet argument. Et il y a un rapport qui a été rendu au Trésor américain en novembre dernier qui soulignait le fait qu'avec ce déploiement de cette monnaie, cette crypto-devise par Facebook, ça donnait trop de concentration de pouvoir économique au sein de l'entreprise. Facebook connaît déjà nos goûts de par les réseaux sociaux.
Si en plus elle sait ce qu'on fait de notre argent, vous imaginez le pouvoir qu'il y a derrière. C'est un peu comme si votre banquier pouvait exploiter les données de votre carte de crédit pour faire du ciblage publicitaire derrière. C'est un empire énorme. Et donc, Facebook a décidé de se couper le bras dans cette affaire pour revendre ça. Ça ne veut pas dire que ça n'aura pas lieu. Il faut savoir que ça n'avait pas non plus été vendu, bien sûr, comme ça. La petite histoire qu'il y avait derrière, c'était que ça permettait de répondre à la faiblesse de la bancarisation sur certains continents. Tout à fait. 90% de l'Afrique subsaharienne n'a pas de compte bancaire, c'est la même chose en Inde, etc. Tout à fait. Ces gens-là L'argument n'ont du pas... président du Salvador, d'ailleurs. Oui, alors ça c'est pour le Bitcoin. Et plus les frais de transfert, voilà, tas de sujets. tous Absolument. ces sujets-là. Très intéressant. Et donc l'idée c'était de pouvoir payer avec son téléphone, notamment avec WhatsApp, qui est particulièrement approprié aux zones où il y a, une couverture Internet assez faible, assez médiocre. WhatsApp marche très bien dans ces zones-là. Et donc l'idée, WhatsApp, qui est groupe de Facebook, l'idée c'était de pouvoir payer avec WhatsApp. Et puis finalement, en sentant le vent tourner, à la fois Mastercard, Visa et PayPal qui prenaient part au conglomérat, au projet initial, peu à peu s'en sont détournés. Et puis aujourd'hui, le projet est sur les genoux. Ça va être repris par une banque. Qu'est-ce qu'il en deviendra ? On ne sait pas, mais il y aura pas cette force de frappe. Jérôme, tu vas découvrir l'adage Wilfried Galland. À savoir. À la fin, c'est ceux qui ont les porte-avions qui décident. Tu vois ? C'est-à-dire, il y avait ce terme que moi je trouvais passionnant de corporations. C'est-à-dire, tout à coup, là, l'ensemble, effectivement, les GAFA se mettaient à se greffer des oripeaux de nations. Ouais. Ça, c'est pas possible. L'État se venge, quoi. Exactement. Ouais. Mais moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que j'ai l'impression que cette année, ça va être l'année où on va sortir toute la partie crypto, blockchain, finance décentralisée, de l'ombre du Bitcoin et de l'ombre des monnaies et de ceux qui veulent être de véritables alternatives monétaires. C'est-à-dire qu'on voit très bien que à chaque fois qu'une entité veut être une espèce de concurrent des monnaies banque centrale, ça se passe pas bien parce que justement, c'est pas possible d'être concurrent. Parce que c'est ceux qui ont la porte-avions qui décident. Parce que c'est un élément essentiel de souveraineté. Parce qu'à un moment donné, l'État se définit par le fait de battre monnaie. En revanche, quand on regarde aujourd'hui, par exemple, la finance décentralisée. Donc la finance décentralisée, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait qu'on ait des entités qui s'échangent, par exemple, des obligations, des instruments de financement, qui se l'échangent sans intervention du tout d'être humain. Aujourd'hui, on a une progression qui est très très forte. On a 250 milliards de dollars l'année dernière qui ont été échangés sur ces investissements-là. 250 milliards de dollars, c'est à peu près une journée. Donc ça veut dire sans que ça passe par le circuit bancaire, par les chambres de compensation et par tous ces éléments-là. C'est du troc. Exactement. Donc en fait, c'est considéré comme une façon d'automatiser, par exemple, le marché obligataire, qui aujourd'hui est quand même très manuel. Ça pose un certain nombre de défis en termes de réglementation. Mais ça, c'est en train de monter de façon très très forte. Un peu comme les NFT. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez le marché des NFT, ce marché des contrats blockchain, aujourd'hui, ce marché-là... On n'ouvre pas le dossier NFT à 10 secondes à la fin de l'émission. En fait, qui a totalement décollé, par exemple, quand on regarde par exemple par rapport au marché de l'art, les NFT, aujourd'hui, en janvier, c'est 6 milliards de chiffre d'affaires, 6 milliards de dollars. L'an dernier seul, ça a été 40 milliards de chiffre d'affaires. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, le marché de l'art dans son ensemble, c'est 50 milliards de dollars. Et donc c'est en train de monter. Tu sais quoi, très, très Wilfried ? On en parle demain. Voilà. Et oui, parce que justement, les NFT seront assez largement au programme demain. Avec d'autres. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés pendant cette heure. Et donc, à demain à tous.